Et nos rendez-vous se poursuivent sur Radio J comme tous les matins avec à présent l'histoire des Juifs de France, un nouvel épisode préparé par Christophe Dard. Et nous reprenons, Christophe, notre portrait du peintre Camille Pissarro. Alors nous avons vu dans la première partie qu'il est né dans une famille juive en 1830 aux îles Vierges qui appartiennent alors au Danemark et qu'à l'âge de 25 ans, il s'installe définitivement à Paris pour devenir peintre, renonçant au commerce de ses parents. Après avoir étudié les peintres paysagistes comme Corot, il s'installe, Christophe, autour de Paris, sur les bords de l'Oise, plus précisément à Pontoise, pour peindre des paysages en plein air sur le motif. Et Pissarro qui a pour habitude de dire « peignez généreusement et sans hésitation pour garder la fraîcheur de la première impression. Ne vous laissez pas intimider par la nature au risque d'être déçu du résultat. » Alors à cette période, l'une des œuvres les plus célèbres de Pissarro, ce sont les Toits Rouges, un village en hiver aux alentours de Pontoise. Et donc les toits rouges des maisons derrière des arbres chétifs. Mais Pissarro ne montre pas que le cadre bucolique des campagnes, il montre aussi les évolutions de son temps. Ainsi, dans une œuvre, la scène à Port-Marly, le lavoir, en 1872, eh bien, il évoque finalement la naissance de l'industrialisation, car on voit des barges aménagées en lavoir, des péniches et une usine avec sa cheminée qui fume. À cette période, Pissarro fait partie de chaque exposition des impressionnistes à Paris. La première a eu lieu en 1874 dans l'ancien atelier du photographe Nadar. Et pour 1 franc, le visiteur peut alors apprécier 165 œuvres de 29 artistes différents dans le cadre de ce que l'on appelle alors la première exposition de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Si l'exposition est plutôt bien accueillie, même si pas grand monde va venir, eh bien un journaliste, Louis Leroy, comme d'autres d'ailleurs journalistes, va pas se montrer très tendre avec ses œuvres et ses artistes, et même dans son cas à lui, publier un article cinglant dans un journal satirique, le Charivari, dans lequel il qualifie ironiquement Pissarro et les autres artistes de l'exposition d'impressionnistes, ce qui va finalement donner naissance au mouvement. Et Pissarro sera le seul à participer à toutes les expositions du groupe impressionniste, 8 au total, entre 1874 et 1886. À ce titre, et pas seulement parce qu'il était plus âgé que tous ses amis peintres, il mérite bien le titre de père des impressionnistes. Et s'il expose aussi tout le temps, c'est que contrairement à Monet ou à Renoir par exemple, sa cote n'a pas grimpé sur le marché de l'art. Il vend peu, il vend pas beaucoup et à bas coût, alors qu'il est plus âgé, qu'il a commencé plutôt à peindre que ses camarades. Eh bien, il est finalement moins célèbre et moins riche qu'eux. Et en 1882, Pissarro quitte Pontoise pour Osny, puis 2 ans plus tard, il s'installe à Éragny sur Epte, situé entre Paris et Rouen. Il y achète, grâce au soutien financier de son ami Monet, une maison avec jardin, un petit paradis pour l'artiste, qui a alors une vue sur des prés et des champs. Et cela, bien sûr, va lui inspirer, Christophe, de nombreuses toiles. Et Pissarro qui a déjà la cinquantaine, et dans sa demeure en Éragny, il va y accueillir toute sa grande famille et reçoit aussi ses nombreux amis. Parallèlement, il est aussi curieux des artistes de la jeune génération que l'on appelle les post-impressionnistes. Il est ainsi enthousiasmé par Georges Seurat, jeune artiste qui a inventé et mis au point la technique du pointillisme. Pissarro va s'y essayer pendant quelques temps. Alors nous n'en avons pas encore parlé, mais si les paysages champêtres de Pissarro sont empreints de sérénité et dégagent une ambiance assez paisible, Pissarro est engagé dans la vie et fréquente les milieux libertaires et anarchistes. Athée, il lit des livres et des journaux anarchistes, il donne de l'argent, il aide les familles d'anarchistes emprisonnés ou en exil. Et après l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, justement par un anarchiste italien, Caserio, en 1894, eh bien Pissarro va être recherché par la police comme d'autres anarchistes présumés. Il se réfugie à Bruxelles et à son retour en France, il s'engage contre l'antisémitisme lors de l'affaire Dreyfus. Il soutient Émile Zola d'ailleurs au moment du fameux J'accuse. Et comme dans l'ensemble de la société à cette époque, qui se divise entre pro et anti-Dreyfus, eh bien Pissarro va se brouiller avec 2 peintres, Renoir et Degas, qui eux sont anti-Dreyfusards. Et Pissarro aura cette célèbre formule: que peut-il se passer dans les cerveaux d'hommes si intelligents pour qu'ils deviennent si bêtes? À cette période, Pissarro intensifie sa production car il a à nouveau des problèmes d'argent. Comme il souffre d'infections aux yeux, il ne peut plus peindre en plein air et se place à la fenêtre des chambres d'hôtel parisiens pour y travailler. Eh oui, celui qui est reconnaissable avec sa longue barbe blanche se rend fréquemment dans la capitale et du même coup, après avoir été un peintre des champs, il devient un peintre des villes. Alors ses motifs favoris, c'est la place du Théâtre Français, l'avenue de l'Opéra, le jardin des Tuileries avec ses fiacres, ses omnibus, tout
toute cette foule de passants qui marchent dans les rues et le long des grands boulevards. Et en février 1897, Pissarro va prendre une chambre d'hôtel à l'angle du boulevard des Istáliens et de la rue Drouot, au Grand Hôtel de Russie. Donc on est toujours dans le quartier, le Paris haussmannien, à l'invitation de son galeriste, Durand Ruel, pour produire une série de peintures du boulevard Montmartre à différents moments de la journée, un peu comme faisait d'ailleurs un Monet, matin, midi, soir, pluie, hiver, etc. Ces variations de saison et de la journée qui permettent à Pissarro de jouer sur la lumière. Et à la fin de sa vie, Pissarro peint aussi des paysages à Rouen et au Havre. Il meurt en 1903 à Paris, à l'âge de 73 ans. Pissarro est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. L'écrivain et critique d'art Octave Mirbeau écrit « Pissarro a élargi le rêve en étant le premier à comprendre la lumière ». Voilà une jolie formule. Mais il faut bien dire que Pissarro a été injustement oublié et aujourd'hui encore, il n'est pas très célèbre. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il n'y a pas eu beaucoup de rétrospectives ou d'expositions. En revanche, il faut bien avouer que si le nom de Pissarro est tout de même connu, c'est qu'il revient souvent dans l'actualité en raison des spoliations de certaines de ses œuvres pendant la Shoah, notamment en France. Ainsi, le boulevard de Montmartre, matinée de printemps, qui avait été spolié par les nazis pendant la Shoah, a été restitué en l'an 2000 à la famille du propriétaire mort en déportation. Et en 2021, tout récemment, donc, les avocats de l'héritière d'un tableau de Pissarro, la bergère rentrant des moutons spoliés par les nazis à ses propriétaires juifs pendant la Shoah, demandent à la justice française d'ordonner à une université américaine de renoncer à ses poursuites contre leurs clientes. Et oui, l'œuvre exposée au musée d'Orsay était l'objet d'une bataille de plusieurs années, bataille juridique entre le musée Fred Jones Jr. de l'université de l'Oklahoma, qu'il avait reçu en legs en 2000, et Léon Meyer, 81 ans, fille adoptive et unique héritière de Raoul Meyer, qui a dirigé les Galeries Lafayette de 1944 et 1970, et de son épouse Yvonne Bader, qui n'était autre que la fille du fondateur de ces mêmes galeries. Sous l'occupation, les Meyer avaient tenté de mettre à l'abri leurs œuvres d'art dans un coffre du Crédit Foncier de France à Mont-de-Marsan, mais le coffre avait été pillé en 1941 par les nazis et la collection du même coup dispersée. Et en octobre 2022, au tribunal de Meaux, le tableau de Pissarro, la fileuse, fait l'objet d'un différend également entre ses propriétaires actuels et l'héritier du collectionneur d'art Simon Bauer, spolié pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, vous voyez, c'est vraiment tout récent, donc on n'a jamais presque autant parlé de Pissarro que tout récemment. Et d'après le petit-fils de Simon Bauer, rescapé de la Shoah, mort en 1947, l'œuvre pillée par les nazis devait leur être restituée, faisait partie de la collection de 93 tableaux de son grand-père, qui possédait notamment donc 13 Pissarro, ou 12, mais les propriétaires ont contesté avoir acquis l'œuvre de façon litigieuse. Selon leur avocat, il y aurait en fait confusion entre deux titres d'œuvres de Camille Pissarro et non pas sur un même tableau qui a changé de nom. Finalement, la justice a tranché et conclu que la fileuse de Pissarro n'a pas été spoliée et ne fait pas partie des œuvres de Simon Bauer. Alors, autre affaire 2 ans plus tôt, en 2020, cette même famille Bauer qui avait bénéficié à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation de la restitution d'un autre tableau de Pissarro, La récolte des pois, qui appartenait à des collectionneurs américains qui avaient acheté la toile chez Christie's en 1995. Et oui, là pour le coup, ils avaient gagné effectivement avec cette œuvre. La famille Bauer qui avait perdu la trace de cette toile jusqu'à, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que ça se passe, qu'elle la retrouve exposée au musée parisien Marmottan-Monet en 2017, prêtée alors par les propriétaires américains dans le cadre d'une rétrospective qui avait lieu dans ce musée et consacrée à Pissarro. Il a fallu, parce que ça aussi bien sûr c'est toujours comme ça que ça se passe, 3 ans de procédure pour que la famille Bauer obtienne gain de cause. Inutile de penser qu'aujourd'hui, en 2023, beaucoup d'œuvres de Pissarro doivent être encore non rendues à leurs propriétaires d'origine qui ont été spoliés pendant la Shoah. Absolument, on n'en a pas entendu fini de parler. Est-ce que je parle correctement français, Christophe ? On n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler, tout à fait. C'est important d'en parler. Merci beaucoup, Christophe, pour ce dossier. On suivra évidemment tous les développements autour de ces affaires. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France.